Malgré la prudence que nous avions prise de couper la saison en 2 actes pour voir venir, les confinements se sont succédés et les fermetures de théâtre avec. Donc aujourd'hui, nous en sommes, voilà, comme tous les collègues des autres théâtres de France et de Navarre, au point mort, mais même pire qu'au point mort, puisque nous allons de report en report et d'annulation en annulation. Par exemple, il y a des spectacles que l'on a déjà reportés 3 fois sur une même saison. Donc aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter de reporter des spectacles sur cette saison même. C'est-à-dire que tous les spectacles là qui devaient avoir lieu, plutôt que de les reporter sur la saison là, c'est-à-dire en mai, juin, juillet, voilà, je les annule, je les indemnise et je les reprogramme et je les reporte sur la saison prochaine, qui est donc la saison 21-22, voire même sur 22-23. Voilà. Donc c'est très, 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 très complexe. La question de l'indemnisation est une question très sensible parce que dans la profession, toutes les institutions qui nous financent et qui maintiennent nos subventions nous encouragent très largement à indemniser non seulement les artistes, mais aussi les intermittents, que ce soit les intermittents des compagnies elles-mêmes ou nos intermittents qui étaient programmés pour travailler sur les plateaux pour les montages, les démontages et les spectacles. Et on paye même aussi les droits d'auteur sur des spectacles qui ne se jouent pas. Donc, artistes, auteurs, intermittents, on indemnise tout le monde. Donc, il y a là vraiment une grande solidarité artistique puisque nos subventions sont maintenues. Sur le public, là aussi, il y a de belles surprises parce qu'on a vraiment très bien organisé avec beaucoup de souplesse parce que nous, notre organe de gestion est une association. On leur propose 3 solutions, ou bien le remboursement, ou bien de laisser la somme en avoir sur leur compte client au sein de notre fichier client, ou troisième solution, de faire un don de ces places, de renoncer au remboursement et de laisser l'argent dans un don qui fléchait sur des projets artistiques de solidarité. Voilà, et on en a plusieurs en cours, on pourra y revenir là-dessus. Et bonne surprise, hein, quand même, depuis le premier confinement, on en est quand même à une somme dépassant les 30 000 euros de renoncement au remboursement et donc de dons qui viennent abonder les différents projets de solidarité artistique. Oui, oui, on est en train d'y réfléchir et il est possible qu'on le mette en place, mais encore faut-il qu'il y ait l'autorisation d'ouvrir. Ceci dit, c'est complexe parce que tout annuler, suivant la règle de l'indemnisation solidaire, ça veut dire tout payer et ça veut dire reprogrammer encore par-dessus, c'est-à-dire doubler le budget artistique. Ce qui est intéressant, c'est le fond de cette décision. Ça veut dire qu'en fait, il y aurait désormais tellement d'incertitudes pour les années à venir que nos manières de procéder depuis quelques années dans tous les théâtres est complètement bousculée. Et voilà, le fait de faire une programmation à l'année, de lancer les abonnements à l'année, de prévoir ça très en amont, de figer les choses, de laisser d'espace à de la réactivité, à laisser d'espace à de l'événementiel artistique local ou régional. Voilà, tout ça, ce serait un nouveau mode. Et ça m'intéresse beaucoup de penser, voilà, de remettre en cause nos systèmes, nos modes de fonctionnement tels qu'ils le sont depuis, on va dire, une vingtaine, une trentaine d'années, et d'aller vers quelque chose de différent. Il y a peut-être des pistes à creuser. Ce projet est né pendant le premier confinement, très rapidement, par une prise de conscience collective entre les artistes et nous. Très vite, il m'est apparu que toutes les petites compagnies du territoire, avec petite n'étant pas péjorative, hein, je parle de leur surface économique, très vite, il nous est apparu que ces petites compagnies allaient être dans une grande difficulté financière, puisqu'elles perdaient tout du jour au lendemain.
puisqu'elles vivent de leurs prestations et vivent comme ça en très grande partie de ce qu'on appelle de l'autofinancement. Donc il y avait quelque chose là d'un peu injuste et il fallait faire une proposition et corriger cela. Et il m'a été demandé par le président d'Aglo, le maire de Grasse, Jérôme Viau, de penser très rapidement un système de solidarité artistique et territoriale. On s'est dit, puisqu'on va leur donner de l'argent et qu'on va en partie les sauver, autant leur demander de faire un travail sur le territoire, sur le terrain, au plus près des populations. Et c'est donc ce projet qui a été mis au point, 12 compagnies, 12 villages. À chaque compagnie est attribué un village, un territoire. Et avec cette chose très, très innovante qui ne vous a pas échappé, d'être dans un rapport, non pas dans un rapport vertical, mais dans un rapport horizontal avec les compagnies, avec les populations et avec les élus locaux. Et donc, de ne pas venir déverser sur un village un savoir artistique tel qu'on le fait habituellement, tel que tous l'avons fait, tel que ça se fait depuis des années, mais plutôt un principe horizontal de dire on va faire avec, on va pas faire pour, on va faire avec les habitants du village. Donc, on va envoyer les artistes pendant 4 mois travailler sur le territoire, rencontrer les gens, rencontrer les associations locales, rencontrer l'école du village, les personnalités importantes, les personnes ressources, et voir avec elles qu'est-ce qui était envisageable comme projet artistique participatif. Donc le projet est passé, les compagnies ont de suite adhéré à cette idée, les élus des villages ont de suite adhéré à cette idée parce qu'on leur proposait bien sûr de venir investir leur village pendant 4 mois par de l'action culturelle de terrain, et tout ça a démarré au mois d'août pour être immédiatement coupé par le deuxième confinement au mois d'octobre. Donc les projets ont démarré. D'ailleurs, vous pouvez le regarder sur Facebook, sur le site du Théâtre de Grasse, vous trouvez tout ça. Il y a une page Facebook par projet, donc une page Facebook par village et par compagnie. Malheureusement, ce travail est en stand-by, à part dans certaines écoles, puisque comme vous le savez, le travail artistique en milieu scolaire est autorisé. Quoi qu'il en soit, on a informé les villages et les compagnies que de toutes les façons, on différait le projet et qu'on se donnait jusqu'à la fin août pour pouvoir le mener à bien. Mais il y a bien ce que vous avez dit, il n'y a aucune obligation de production. C'est-à-dire qu'on remet en cause le travail habituel voilà, lorsqu'on commande des spectacles à des compagnies en leur disant vous devez aboutir à la production, à la création d'un spectacle qui devra être joué. Voilà. Donc là, pas d'obligation de production. Il y a simplement une obligation de faire un travail participatif avec des gens du village, à les rencontrer, à débattre, à se mettre en mouvement, de pratiquer ou l'impro théâtrale, ou le jonglage, l'acrobatie, ou la danse, ou la musique, ou la poésie, et à partir de ça, voir dans quel chemin on peut aller. C'est dans notre propre budget qu'on est allé faire les fonds de tiroir et que notamment sur les spectacles annulés, on est allé reprendre l'argent là, de ces spectacles annulés pour l'investir dans ce projet. Et donc nous-mêmes, nous avons investi 50 000 € sur le budget du Théâtre de Grasse pour qu'il soit distribué sur ces 12 compagnies. Ce n'était pas suffisant. On est allé redemander de l'argent au pouvoir public, à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, au département des Alpes-Maritimes, à la région Sud PACA et à la DRAC, c'est-à-dire au ministère de la Culture, et tous ont abondé ce fonds solidaire. Donc 12 compagnies, 120 000 €, 10 000 € par compagnie, pour faire ces 4 mois de travail artistique et de travail de terrain. Donc c'est pas mal, c'est tout à fait novateur sur le fond comme sur la forme. Voilà, j'ai été questionné, j'ai été interpellé, y compris même par des sociologues de la culture, j'ai été interpellé par des collègues qui m'ont dit Jean, est-ce qu'on pourrait dupliquer le projet? Et j'ai répondu oui, bien sûr. Je ne vais pas mettre du copyright sur un projet qui, par essence, est solidaire. Nous, c'est une position. Le spectacle vivant doit rester vivant.
Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas qu'on se remette en question sur la question du numérique, mais on n'a pas besoin de tous se jeter sur du streaming coûte que coûte, d'autant que le public, naturellement, y est porté, hein, puisque nous tous, depuis le premier jour du premier confinement, soit presque depuis un an, nous pratiquons ne serait-ce que le télétravail, mais aussi en termes de loisirs ou en termes de besoins professionnels. On est vraiment énormément connectés sur les écrans. Par conséquent, voilà, c'est un choix qui a été fait ici au Théâtre de Grâce, de ne pas faire de représentation en streaming, mais au contraire, puisque ça nous est autorisé par les pouvoirs publics, de continuer à faire du vivant en ouvrant vraiment les plateaux à toutes les compagnies pour faire vraiment beaucoup, beaucoup de résidences, des résidences de recherche, des résidences de création, des résidences de reprise de rôle. Depuis le deuxième confinement, hein, c'est-à-dire depuis la fin octobre, on a multiplié cela, on l'a communiqué sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir. Si je devais le résumer, ce qui est en train de se passer, ce qui va continuer de se passer pour les mois à venir, c'est que puisqu'on ne peut pas, on est coincé par ce qu'on appelle la diffusion au public, eh bien donc on favorise l'aide à la création en donnant la possibilité de venir faire des résidences de création et même d'apporter des montants de coproduction supplémentaires. On développe le travail sur l'aide à la création puisqu'on ne peut pas être sur la diffusion. Pas tous, malgré les aides importantes, les aides publiques importantes, hein, les pots sont en train d'être cassés. Alors, on ne le voit pas tout à fait parce qu'il y a un effet d'aubaine au sens noble. Donc, les compagnies continuent de créer de nouveaux spectacles. En revanche, leurs anciens spectacles, et notamment ce qu'on appelle les spectacles du répertoire, c'est-à-dire les spectacles qu'elles étaient en train de tourner, de diffuser et de vendre, il y a un effet de goulet dû à nous, programmateurs. On ne peut pas continuer d'annuler, de reporter, d'annuler, de reporter, d'annuler, de reporter. Par exemple, sur ma saison prochaine, 21-22, si j'ai envisagé une quarantaine de spectacles, je ne peux pas rajouter 15 spectacles parce que je vais avoir un encombrement. 40 plus 15, 55 spectacles. Il n'y a pas, le public. Quand bien même nous réouvririons en septembre, nous savons que la question de la distanciation sociale demeurera, donc encore un problème économique dans la mesure où nous allons faire que des demi-recettes de billetterie. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le modèle est connu, c'est malheureusement que les plus petits risquent de mourir, que ce soit des petites compagnies, voire même des petits théâtres. D'ailleurs, le pire est à venir. Le pire ne sera pas en 21. Les pots cassés, vraiment, c'est en 22 et en 23 qu'on va vraiment faire les comptes. Parce qu'à un moment donné, l'argent public finira bien par manquer, même si aujourd'hui on voit bien que c'est open bar, surtout au niveau de l'État, les collectivités locales de proximité ne pourront pas suivre. L'État peut présenter un budget en déséquilibre, ce que les collectivités territoriales et les collectivités locales en aucun cas ne peuvent faire. Et d'ailleurs, on sait que majoritairement, ce sont les collectivités locales et territoriales qui financent majoritairement la culture et donc le milieu du spectacle vivant. Il faudra donc à ce moment-là être doublement solidaire et trouver des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux process, des nouvelles manières de travailler, de rapport aux compagnies, notamment les plus petites, peut-être des compagnonnages au long cours. Enfin, il va falloir se repenser, il va falloir réinventer et c'est très intéressant. En tout cas, nous, on y est prêts. Je fais partie des rares qui se disent que de toutes les façons, ce modèle économique du spectacle vivant, je ne parle que de ce que je connais, est un peu arrivé à bout en matière, enfin, il est en train de s'essouffler et la Covid nous le montre là. Et par conséquent, on est déjà en retard parce qu'on n'est pas une profession très unifiée. Entre le théâtre public, le théâtre privé, les compagnies, les grosses compagnies, les têtes d'affiche, les petits, les gros, le milieu de la danse, le milieu des musiques actuelles, le milieu du théâtre de création, le milieu du théâtre privé commercial, etc., etc. Donc, c'est une profession qui n'est pas unifiée, malheureusement. Et alors qu'on devrait déjà, depuis plusieurs mois, être tous autour de la table pour
se dire remettons tout à plat et comment pouvons-nous imaginer l'économie du spectacle vivant pour les années à venir, compte tenu des paramètres que l'on connaît et des paramètres à venir que l'on ne connaît pas, mais que nous pourrions commencer à anticiper. Il y a encore des chantiers devant nous, mais on doit faire vite et on n'est pas autour de la table pour penser déjà comment demain sera reconstruit.